Sport. 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport, ou au programme ce soir bien évidemment que du sport. Allez, on va parler déjà football pour commencer avec la Ligue des Champions qui aura lieu ce mardi avec les quarts de finale, on va en parler dans quelques instants. Ensuite on enchaînera sur la 32e journée de Ligue 1. Il y aura ensuite un gros morceau avec le FC Sochaux-Montbéliard qui arrive à ce match nul face à Niort, 2 buts partout. Et on a appris également qu'Albert Cartier ne prolongera pas la saison prochaine. Les dirigeants ont fait le choix de se séparer d'Albert Cartier. Donc on en parlera, donc venez réagir en tout cas au 03 81 50 67 51 pour justement venir nous dire si vous êtes d'accord avec les dirigeants sochaliens, à savoir si on devait prolonger ou pas Albert Cartier. On parlera aussi du national avec l'ASM Belfort, on parlera du football régional, du handball régional également avec le SBF et une prolongation de contrat, vous en saurez plus dans quelques instants. Et également le handball avec le Grand Besançon du handball et toutes les actualités sportives en Franche-Comté. Eh bien c'est parti, allons-y. La Ligue des Champions a changé de jingle. Oui, j'ai cru. Bonjour à tous, j'ai cru qu'on commençait par la Ligue 1. Allez, je te lance le générique Ligue des Champions. Moi, ce bel hymne de la Ligue des Champions, on a envie de l'entendre. Voilà, tu peux parler dessus à ta guise. Ah, c'est beau. On peut même pas parler, quoi. Il y a juste à l'écouter. J'ai la version de 3 minutes, on peut l'écouter en entier si vous voulez. On va peut-être pas l'écouter pendant 3 minutes. Mais non, on va parler justement de la Ligue des Champions avec les matchs à l'affiche de ces quarts de finale. Donc il y aura la Juventus de Turin face au FC Barcelone, hein Thomas? Ouais, je vais me garder de faire des pronostics parce que le Barça, cette saison, quand on les donne perdants, ils gagnent, quand on les donne gagnants, ils perdent. Là, ils ont perdu encore ce week-end en Liga. Contre Malaga, c'est ça? Contre Malaga, alors que le Real Madrid avait laissé des points face à l'Atlético Madrid, et ils ont trouvé le moyen d'en laisser encore plus face à Malaga. Eh oui, c'est vrai que le FC Barcelone qui va rencontrer la Juventus de Turin. Ce sera du côté de l'Italie ce mardi. Et il y aura également un autre match. On en parlera après, mais il y aura d'autres matchs ce mercredi avec l'Atlético Madrid qui va rencontrer Leicester City. Et également le Bayern Munich qui va rencontrer le Real de Madrid. Ça va être en tout cas une excellente affiche. Ouais, belle affiche. Avec deux équipes qui marchent bien en ce moment. Et il y aura ce mardi Borussia qui va recevoir l'AS Monaco. Alors justement, est-ce que l'AS Monaco va bien débuter ce premier match, en tout cas ce match aller, on l'espère. Hein, moi je pense que Dortmund c'est une équipe qui peut plaire à Monaco, c'est une équipe qui va de l'avant. Dortmund, il y aura des espaces pour cette équipe monégasque qui est une des meilleures attaques d'Europe, tout comme le Borussia Dortmund, hein, le Borussia qui en championnat s'est fait bouffer par le Bayern ce week-end. Tout à fait. 4 buts à 1. Oui, c'est le Bayern qui s'imposait 4 buts à 1 avec un but de Franck Ribéry à la 4e minute de jeu. On n'entendait plus trop parler de lui. Le voici qui revient. Ensuite, à la 10e, Lewandowski, 49e, Robben et un doublé de Lewandowski à la 68e sur penalty. Et c'est Raphaël Guerreiro, rappelez-vous, le joueur de Lorient, qui avait réduit le score pour l'équipe du Borussia Dortmund à la 20e minute de jeu. Alors pour le moment, c'est vrai qu'en championnat, en Bundesliga, Dortmund est 4e avec 59 buts pour 32 encaissés. Et le meilleur buteur n'est autre que, on connaît tous, allez, vous allez m'aider. En Bundesliga, meilleur buteur, oui. Robert Lewandowski, 26 buts. Non, meilleur buteur de Dortmund, pardon, j'avais pas précisé. Ah, de Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Avec 25 buts déjà à son compte. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre? Fred, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, bonsoir à tous. Alors, moi, je dirais... Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Fred. Bonsoir à vous deux. Ça va? Moi, je dirais... Oui, ça va, merci. Bon, Allez, vas-y, lance-toi. Moi, je dirais que Monaco a toutes ses chances de gagner demain. Et, même si c'est en Allemagne, mais moi, je dirais que Monaco a ses chances de gagner.
Bah oui, et toi Thomas, t'as un avis? Je suis en train de regarder les cotes pour trouver. Donne-nous les cotes là pour nos amis qui jouent. Je suis en train de les chercher. Sans regarder les cotes, je dirais que Monaco est légèrement favori au vu de la saison qu'ils font. Ils sont quand même premiers du championnat, donc alors que Dortmund non. Dortmund en Allemagne, ils sont quatrième. Voilà, ils sont pas sur une bonne série. Quatrième, c'est pas le top niveau. Alors je vous donne les cotes. C'est Dortmund qui est favori pour le match de demain. Alors je pense que le fait que ça soit à domicile pour les Allemands joue beaucoup. 1,62 pour Dortmund. Le nul 4,10 et victoire de Monaco 4,60. Les déplacements à Dortmund sont compliqués normalement. En général, il y a le mur. Le mur de Dortmund, les supporters sont fin chauds. Mais au match retour, alors j'ai pas les cotes pour le match retour. Mais bon, moi je pense que Monaco sur l'ensemble des deux matchs peut s'imposer. Ben, on l'espère en tout cas avec un groupe de 20 joueurs que Jardim a retenu pour cette rencontre. On va vous les donner avec les gardiens Subasic, De Sanctis, Seydou. Côté défense, on aura Diallo, Glick. J'espère qu'il s'est bien remis de la finale de Coupe de la Ligue, car je pense qu'il cherche encore le ballon du côté du parc OL. Avec Gemerson, Georges, Mendy, Ragui, Touré. Au milieu de terrain, on aura Dirard, Fabinho, Lemar, Moutinho, Endoram et Bernardo Silva. Et côté d'attaque, on a le retour de Falcao. On aura Valère Germain, Mbappé et Cardona. Alors, il y aura les absents. C'est Sidibé qui sera forfait pour cette rencontre. Alors, il a été hospitalisé dimanche en raison d'une crise d'appendicite. Le latéral droit, donc Djibril Sidibé, ne sera pas du voyage en Allemagne. Et il faut rappeler aussi que Bakayoko est lui suspendu pour cette rencontre. En tout cas, on espère que cette équipe de Monaco fera un bon résultat du côté de Dortmund pour ce match aller avant de recevoir le 19 avril les Allemands du côté du stade Louis II. Allez, on va passer cette fois à l'Europa League. Alors, vous voulez peut-être les cotes des autres matchs? Oui, vas-y, donne les cotes. Oui. Alors, Juventus-Barcelone, ce n'est pas Barcelone qui est favori, c'est Juventus très légèrement. La cote est de 2,50 contre 2,75 pour Barcelone. Bon, c'est kiff-kiff. Le nul est à 3,15. Et puis, si vous voulez miser sur la grosse cote sur cette journée de Ligue des Champions, il va falloir miser sur Leicester, puisque la cote est à 12. La victoire de Leicester, cote à 12. Voilà, ils se déplacent à Madrid contre l'Atlético. Et puis, dans le match Bayern-Real Madrid, c'est le Bayern qui est favori. 1,72 la cote pour le Bayern et 4,25 pour le Real. Moi, je mettrais bien un billet sur le Real. Je pense qu'ils peuvent aller faire quelque chose. Oui. La cote est intéressante, surtout 4,25. Je mets l'Atlético aussi. Oui, mais à 1,25, la cote n'est pas très intéressante. Oui, c'est pas intéressant. Le nul est à 5. À la limite, il vaut peut-être mieux miser le nul, mais bon, c'est pas très intéressant. Et puis Juve-Barcelone, oui, on peut miser sur Barça. 2,75, c'est pas si mal. On peut faire honneur à toi pour miser le Barça. Mais je ne mise jamais sur le Barça. Il faut jamais miser sur son équipe. Je dirais un nul entre la Juve et le Barça à l'aller. Et pourtant, je voulais miser 10 balles sur le match retour contre le PSG. Mais je me suis dit, non, on ne mise jamais pour son équipe. Vrai. Non, mais c'est vrai. T'aurais pu, ils gagnaient 6-1. Ils avaient gagné 6-1. Bah oui, j'aurais gagné un petit peu. Mais il y a toujours le risque. C'est ça, en fait, qui fait. On n'est pas lucide quand c'est son équipe. C'est vrai, on le prend pas. Mais je pense que Barcelone a des moyens de faire quelque chose face à la Juventus de Turin, qui n'est pas, c'est pas une grosse saison pour elle. Je pense que derrière, ils sont prenables. C'est plus la Juve qu'on a connue ces dernières saisons. Ils sont pas loin du titre de champion d'Italie, entre parenthèses. Oui, mais bon. Comme le Bayern d'ailleurs. Je pense que la concurrence en Italie a baissé ces dernières saisons. Après, c'est mon avis personnel. Si les auditeurs veulent réagir, qu'ils n'hésitent pas en tous les cas. On va passer justement à l'Europa League, car il y aura aussi des matchs ce jeudi 13 avril. On va vous donner le listing avec Anderlecht qui va recevoir Manchester United. Il y aura également le Celta Vigo qui va recevoir les Belges du Racing Genk. On aura également l'Ajax Amsterdam qui va recevoir les Allemands de Schalke 04. Et le dernier match, c'est l'Olympique lyonnais qui recevra à 21h05. Tous les matchs commenceront à 21h05. Pour un jour m'expliquer c'est précis, 21h05. Pourquoi le 05 ? Bon, après, je pense que c'est des contraintes de télévision. Mais l'Olympique lyonnais recevra au Parc OL l'équipe turque de Beşiktaş. Et justement, on va regarder ce qu'a fait Beşiktaş. Justement, dans son championnat, Beşiktaş s'est imposé du côté de Trabzonspor 4-3. Donc autant dire que cette équipe est capable d'encaisser des buts. Avec des buts de Touzan à la 5e, Aboubakar 55e, Talisca 74e et Hutchinson
Hein, c'est pas Hutch. Hein. C'est à la 90e minute de jeu. Et pour le moment, le Beşiktaş est premier du championnat turc avec 54 buts pour 23 encaissés. Et son meilleur buteur est autre que Tosun avec 17 buts. Vous voulez peut-être un point sur les cotes? Allez, donne-nous les cotes de ce match si, Bon, si on veut miser un petit peu d'argent. Ça vaut pas le coup de miser sur Lyon. La cote est à 1,52. Ils sont largement favoris face à Beşiktaş. La cote est de 5,25 pour Beşiktaş. Dans le match Ajax-Schalke, c'est kiff-kiff. Donc voilà. Dans le match Celta Vigo-Genk, pareil. Celta Vigo est largement favori. Et Genk, Celta Vigo 1,52. Genk 5,50. Et par contre, la cote d'Anderlecht-Manchester United, la cote est de 3,70 pour Anderlecht. Manchester United à 1,90. Je miserais presque sur peut-être un nul à 3,25 ou une victoire d'Anderlecht, parce que Manchester United, ils choisissent un peu leur match. Ils répondent présents en championnat quand ils sont motivés, mais quand ils ne sont pas motivés, il n'y a personne. Ils sont un peu moins souverains cette saison. Donc contre un adversaire qui paraît plus faible comme Anderlecht, moi je dis que Manchester peuvent passer à côté du match. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. C'est possible que Manchester se fasse accrocher du côté d'Anderlecht. Peut-être qu'ils auront... Ça va être compliqué pour Anderlecht, mais ils peuvent se faire accrocher en tous les cas face à l'équipe belge. Et puis dans les autres rencontres, Celta Vigo Racing Genk. Oui, non. Vigo largement favori, oui, ça se ressent dans les côtes. aussi. Et puis Genk ne devrait rien pouvoir faire. Après Ajax, Schalke, Nulfir, pareil, peut-être les Allemands favoris. Bah là, si vous le sentez, parier, mais faut. Non, c'est kiff-kiff. C'est l'Ajax qui est légèrement favori parce que c'est à domicile, 2,40 et Schalke 2,75. Ça se vaut. Comme deux représentants belges en Europa League. Bah oui, mais en tout cas, on espère que nous, notre représentant français en Europa League et en Ligue des Champions, se qualifiera, car c'est important aussi au bonne niveau. Chance en tout cas. C'est important au niveau des points européens, car. Voilà, on aurait pu avoir 2 équipes en Ligue des Champions, mais bon, ça c'est du passé. Mais c'est vrai que ça rapporte aussi des points pour les clubs français, pour le championnat de France. Pour avoir donc, plusieurs c'est représentants en Coupe d'Europe la saison prochaine avec toutes ces coupes, avec toutes les coupes, les vainqueurs des coupes de France et coupes de la Ligue. Oui, comme c'est avoir 5 places déjà de disponibles. C'est une bonne chose en tout cas, mais après c'est pas le tout d'y aller. Il faut ensuite la jouer cette Coupe d'Europe. Ah oui, c'est souvent ce que ne font pas toujours les clubs français, quoique. Cette saison, j'ai l'impression qu'ils ont un peu compris qu'ils la jouent un petit peu plus. Il vaut mieux que les points aillent à l'Espagne, ils en ont pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Après, ils ont, alors, si vous voulez un classement sur l'indice UEFA, oui, donc on peut le donner aussi. C'est sur les 5 dernières saisons, les performances des clubs de chaque pays. Donc l'Espagne est première du classement avec 101 points et quelques, puisqu'il leur reste encore 4 clubs sur 7 en compétition, donc ils vont encore péter le record. L'Allemagne est deuxième avec 79 points, il leur reste 3 clubs sur 7, l'Angleterre 3e avec 74 points, il leur reste 2 clubs. En fait, donc quand je dis il leur reste tant de clubs, ça veut dire que ça va évoluer, ça va forcément monter. Oui. Quoi. S'il reste 0 club, ça veut dire que ça ne bougera pas. La France est à 54 points, donc loin derrière l'Italie qui est à 71, mais ils ont un petit coussinet d'avance sur la Russie qui est 6e avec 50 points et le Portugal qui est à 49 points. On était derrière eux dernièrement. Et donc comme il nous reste 2 clubs et la Russie et le Portugal, il leur en reste 0, donc on devrait encore un petit peu accentuer cette avance. Les Italiens, il leur reste qu'un seul club, donc prochain objectif, grappiller sur l'Italie. Oui, c'est ça, mais en fait c'est ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, on grappille de plus en plus sur l'Italie. On commence à revenir et ça serait bien aussi que la France puisse bénéficier quand même d'un 3e qualifié en Ligue des Champions. C'est ça aussi le truc, parce que tous les autres ont des clubs qualifiés, ont 3 places et une place de barragiste. Ouais. Donc c'est sûr que on va dire que c'est plus facile. Mais bon, après, ils l'ont mérité aussi. Ils ont fait des bons résultats en Coupe d'Europe. Après, c'est normal. L'Italie, ils ont dans 2 saisons... Enfin, ils ont une saison à 19 points, ce qui est quand même beaucoup. Il n'y a que l'Espagne qui fait des saisons à plus de 20 points, puisque ils avaient le Barça et le Real qui cartonnent à chaque fois. Ils ont 2 gros clubs qui font des gros résultats à chaque fois. Donc, quand on fait des saisons à 15 points au plus, ça commence à causer. Là, la France, nos 5 dernières saisons, c'est des saisons... La dernière, c'était à 12, 11, 10, 8, c'était pas top, et 11. Donc si on fait des saisons à plus de 11-12, on va pouvoir rivaliser avec l'Italie. Ouais, mais c'est ça, les clubs vont progresser. On a le Paris Saint-Germain et le Monaco en locomotive. Lyon, je pense, avec son grand stade qui va pas tarder à suivre également avec des investisseurs. Il y a Marseille aussi qui devra avoir une grosse équipe. Mais bon, là, ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps pour arriver dans les points également. Donc il faut espérer que dans les années à venir, nos clubs français puissent rivaliser en Coupe d'Europe. Ça sera bien, en tout cas, pour les points, les indices UEFA. Allez, on en a fini avec la Coupe d'Europe. On va parler cette fois-ci, on va revenir à notre championnat, la Ligue 1.
Allez, on va parler de Ligue 1 avec la 32e journée qui commençait déjà ce vendredi avec l'OGC Nice qui est actuellement dans les 3 premiers au classement dans cette Ligue 1, qui se déplaçait du côté de Lille pour affronter les hommes de Franck Passy. Et c'est Nice qui s'est imposé 2-1 avec un but d'Amadou pour Lille à la 14e minute de jeu. Et Nice ne va pas mettre longtemps pour réagir grâce à Balotelli à la 17e minute de jeu. Et c'est ensuite ce même Balotelli qui signe un doublé juste avant la mi-temps, la 44e minute de jeu. Une belle opération en tout cas pour cette équipe de Nice qui ne faiblit pas, qui continue sa marche en avant et qui perturbe Monaco et le Paris Saint-Germain. On va écouter justement la réaction de Franck Passy qui lui estime que son équipe a manqué d'envie. Il ne comprend d'ailleurs pas ce qui s'est passé dans son équipe. Et Dante qui lui, il faut faire le travail jusqu'au bout car Monaco et le Paris Saint-Germain sont là aussi dans la course et que ça va pas être simple, ça va être compliqué. Je crois qu'il a manqué beaucoup d'envie en première mi-temps. C'est assez incompréhensible dans un match où on aurait pu gagner les 3 points pour dire voilà c'est quasi terminé, on est maintenu. C'est un petit peu dommage. C'était un petit peu mieux, on a mieux géré le ballon parce que la première mi-temps, le problème c'est qu'on donnait toujours le ballon à Nice pour nous attaquer. Ils ont fait 2 buts un petit peu à cause de ça. Deuxième mi-temps, on a su maintenir un peu plus le ballon, sortir mieux le ballon et on s'est créé quelques occasions, on n'a pas eu la chance de le mettre au fond. Pour l'instant, je ne l'explique pas. J'imagine que jouer dans un stade, c'est encore mieux de jouer à la maison avec son public qu'à l'extérieur, mais bon, pour l'instant, l'équipe n'y arrive pas. Mais on va essayer de l'effacer au plus vite de nos têtes, se remettre à travailler et gagner le prochain match. On est là, c'est clair qu'aujourd'hui on a 2 matchs de plus qu'eux. Par contre, nous, il faut que, comme on a dit depuis le début de saison, il faut se concentrer sur notre jeu, qu'il est bon, qu'il est fluide. Et puis voilà, maintenant, c'est clair qu'on peut continuer à écrire l'histoire du club. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on va continuer à travailler jusqu'au bout de la saison pour faire notre mieux possible. Moi, en tout cas, je rêve d'amener ces clubs en Ligue des Champions parce qu'ils méritent. Je suis vraiment, à chaque entraînement, je pense à ça. C'est une très, très belle histoire, mon retour en France et puis à pouvoir aider à ces clubs à aller de l'avant. Donc voilà, on est pas si loin. Par contre, au foot, ça va tellement vite, donc il faut être très concentré, très serein et continuer à travailler. Bien sûr, Mario, c'est un grand joueur. Je l'ai dit, les grands joueurs, il arrivent des moments comme ça, des grands moments. Donc voilà, c'est clair. Mario, il a passé un moment qu'il était triste avec lui-même, je peux le dire. Et puis maintenant, ça revient tout doucement. Il sait que nous, on le soutient jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on le sent heureux, on le sent content, on voit dans son jeu sa expression, voilà, c'est bien, on est content, malgré qu'il est suspendu pour le prochain match. Voilà, les Niçois, bien en championnat. Alors, j'ai envie de demander à Frédéric Fitch, dans quel cas les Niçois pourraient ne pas finir 3e au championnat ? Il faudrait qu'ils perdent leurs 6 derniers matchs et que Lyon gagne les 6 leurs. Voilà, si Lyon gagne tous leurs matchs et que Nice perd 4 matchs et fait 2 matchs nuls, voilà. Voire les 6 matchs qu'ils perdent leurs 6 matchs même. Donc ça paraît bien assuré. Oui, pour, ça va être, pour il reste 18 points à prendre, donc ça peut être... Et ils ont 16 points d'avance. Oui, donc moi je dirais que je vois plus Nice 3e. Je pense que la cote est à 1,001. Ah, 3e ou pas 3e, après on ne sait pas, on va voir. Ou les 12e. autres peuvent avoir un coup de mou aussi. Ils peuvent finir champion encore. Oui, rien n'est fait en tout cas. C'est vrai. Mais Monaco va passer. Moi je dis que Monaco va passer. C'est faire. Après ça va se battre. Au moins il va y avoir du suspense et c'est ça qui est sympa. C'était déjà à leur 52e match de la saison là, des Monégasques. Ça en comptant la Ligue des Champions, la Coupe. Coupes, donc, les joueurs ils aiment ça, même si bien sûr ça fait beaucoup de matchs dans une saison, mais bon, quand on joue le championnat, la Ligue des Champions c'est quand même excitant pour un joueur. Et la Coupe de France encore. Oui, et la Coupe de France, ils ont joué la Coupe de la Ligue, mais bon, ils l'ont joué sans vraiment la jouer. Mais en tout cas, c'est excitant quand on est joueur de football et surtout compétiteur. Et ben justement, vous avez fait une belle transition, puisqu'on va parler justement de l'AS Monaco qui se déplaçait du côté d'Angers. C'est jamais simple d'aller affronter l'équipe de Stéphane Moulin. Et en tout cas, Monaco avec le retour de Radamel Falcao qui en tout cas a signé sa revenue, on va dire, son entrée en matière avec un but à la 61e minute de jeu. Et c'est Monaco qui s'impose 1-0.
Un match où Angers a fait douter quand même cette équipe de Monaco, hein, comme le dit Vincent Manceau. Mais ils ont eu affaire à une grande équipe. Et lui, Jardim, lui souligne que son équipe a été au combat et qu'il est content du retour de Falcao qui fait beaucoup de bien à son équipe. Ouais, c'est la différence entre eux et nous. Il leur suffit d'une occasion pour la mettre au fond. Nous, ce soir, voilà, on manque de réalisme. C'est la différence entre nous ce soir. Après, voilà, on peut être fiers de ce qu'on a fait ce soir. On les a fait douter tout le match. On a eu de grosses opportunités. Après, voilà, faut qu'on arrive à les mettre au fond pour faire basculer ce match pour nous. Sur le réalisme, sur le sang-froid devant le but, ils en ont eu plus que nous ce soir. Là, je pense la première grosse occasion en deuxième mi-temps, ils la mettent au fond. Nous, on a des opportunités beaucoup en première mi-temps, et puis même un peu au début de seconde. On marque pas, et voilà, c'est là où les grandes équipes font la différence. Oui et non, parce qu'après ça reste une grosse équipe, donc voilà, ils ont serré les dents, ils ont fait le dos rond tout le match, et puis l'opportunité ils l'ont mise au fond. Après voilà, c'est une grande équipe, hein, donc je pense qu'ils peuvent aller au bout, mais ce soir je pense qu'on les a fait douter, comme peu d'équipes qui l'ont fait depuis le début de saison. Oui, bien sûr, toutes les victoires sont très importantes. Ici c'est difficile, en terrain avec une équipe très costaud, très physique aussi, qui presse beaucoup, gagne beaucoup de duels, mais aujourd'hui nous réussissons bien. Je crois première mi-temps plus de combat, deuxième mi-temps nous maîtrisions mieux les matchs. Je crois qu'un 0, un but de différence correspond à ce qui s'est passé pour les matchs, parce que je crois que Monaco il a plus 2 ou 3 bonnes opportunités, Angers il a 1 ou 2 bonnes opportunités. Pour ça, un but de différence, c'est la vérité de les matchs. Oui, Falcao, c'est toujours Falcao, c'est un attaquant, c'est un butteur, fait un but, mais plus important que le but, c'est la capacité de travail de lui. Il est défensivement, il pressait, il est dans la construction, aussi il coupe franc, nos corners, c'est très bien. Oui, toujours des matchs sont décisifs. Je crois que Paris va essayer de faire 8 victoires et 8 matchs, et pour ça nous avons besoin toujours de garder cet avantage, et tous les matchs sont décisifs, les prochains matchs sont décisifs aussi. Oui, tous les matchs sont décisifs et les prochains seront décisifs aussi pour cette équipe de Monaco, mais en tout cas c'est l'équipe de Monaco qui continue et qui recevra Dijon au prochain match du côté du stade Louis II. Allez, on passe cette fois-ci, on va du côté de Nancy. Nancy qui recevait Rennes, une équipe de Rennes. C'est toujours bizarre avec Rennes. Soit ils attaquent bien le championnat, ils démarrent en trombe, ou soit à la fin, il n'y a plus rien. Ou alors c'est tout l'inverse. Et on a l'impression que cette équipe de Rennes est déjà un petit peu en vacances. Et c'est Nancy qui va s'imposer 3-0, un but de Daley à la 11e minute de jeu et un doublé d'Issiardia à la 51e et 65e minute de jeu. C'est vrai que cette équipe rennaise, je sais pas ce que tu en penses Fred, mais moi j'ai l'impression j'ai l'impression que les joueurs sont déjà en vacances du côté de Rennes. C'est vrai que cette équipe rennaise n'a plus grand chose à jouer, elle est 11e avec 40 points, donc elle est vraiment dans le ventre mou. Allez, quel est ton avis, cette équipe rennaise? C'est vrai qu'ils sont irréguliers. Mais c'est vrai que Christian Gourcuff, il a un peu de mal avec son équipe. Mais je crois que c'est tous les entraîneurs qui ont du mal avec Rennes. C'est bizarre, hein. C'est vrai que Philippe Montagnier, Frédéric Antonetti, c'était un peu comme ça aussi. Oui, et pourtant quand on regarde, les joueurs qui sont alignés, sont quand même des bons joueurs, mais tu peux d'avoir un syndrome du côté de Rennes. Rennes, il y a un truc qui est assez paradoxal. On peut douter de la volonté des dirigeants de vouloir briller et de vouloir gagner. On a l'impression que cette équipe rennaise, elle est vouée à jouer le milieu du tableau, le maintien. C'est une vitrine. Rester en Ligue 1, en fait. Pas pour briller, rester en Ligue 1, faire des coups. Parce que quand on regarde Rennes, je ne sais pas si vous le savez, l'équipe dont le propriétaire est le plus riche en Ligue 1. C'est ça. C'est la propriété de François Pinault, qui est milliardaire. Sa fortune en 2016 était estimée à plus de 10 milliards d'euros. Deuxième, c'est Monaco. Donc le russe, 7 milliards d'euros. Troisième, là j'ai les chiffres avant la vente, quand c'était Margarita Louis Dreyfus, 6 milliards. Je ne sais pas maintenant McCourt, je ne sais pas à combien il est, mais voilà. Quatrième ou troisième, du coup, c'est selon le PSG, puisque le Qatari, il est riche que de 1,8 milliard. Enfin voilà, et donc Monaco et PSG. Les sommes qu'on a tous sur notre compte en banque, bien évidemment. Un peu la moitié, juste. Donc le PSG et Monaco, eux, ils investissent parce qu'ils veulent briller. C'est des investisseurs étrangers qui veulent briller, alors que Rennes, le propriétaire français, lui, veut juste avoir une équipe, une petite vitrine, c'est ça. sans et donc faire plaisir, quoi, comme.
Et donc ceux qui ont des chevaux de course, c'est pareil, il veut se faire plaisir en achetant une équipe de football. Et donc on a Lyon, voilà, pour info, qui est 8e, puisque les actionnaires de Lyon, Jean-Michel Aulas, BFM Business, Lyon Capital, enfin tous les actionnaires, ils ont un budget, enfin c'est pas le budget d'ailleurs, ils ont une richesse de 120 à 190 millions d'euros, c'est pas beaucoup. Non, c'est vrai, quand on comparait aux chiffres d'avant, c'est vrai que c'est pas énorme. Sachez que ça fait 30 ans cette année que Jean-Michel Aulas est à la tête de l'OL. Bon anniversaire. Oui, exactement. Après, c'est vrai que ça. Et 5e, il y a Lorient. J'ai été surpris aussi. Oui, comme quoi, des fois, l'argent ne fait pas le bonheur quand on regarde le classement. Il faut la volonté aussi. Exactement. On va justement écouter la réaction de Vincent Ognon, qui lui officie sur le banc de touche, puisque Pablo Correa est suspendu et il est dans les tribunes. Alors lui, il revient sur le fait que les garçons ont fait les efforts nécessaires pour arracher cette victoire. Et il y a Benoît Costil qui lui dit tout simplement on ne mérite pas de perdre 1-0, mais de prendre une gifle. Bon, ils n'ont pas pris la gifle, mais bon, ils ont quand même pris 3-0. Et Christian Gourcuff qui lui, forcément, n'est pas du tout satisfait du rendement de son équipe et a l'impression que ses joueurs sont déjà partis en vacances. Ils ont peut-être déjà les sandales aux pieds, non ? Ils sont déjà au bord de la plage. On a fait un match cohérent face à une équipe de Rennes qui perd très peu. Qui est resté sur une série avec très peu de défaites, très peu de victoires, mais très peu de défaites. On a fait un match assez plein, cohérent, à l'image du match de Guingamp, de notre début de match à Guingamp. Malheureusement, le match pour nous s'était un peu arrêté à la 25e. Notre plan de jeu, en tout cas, avait été contrarié par l'expulsion précoce. Ce soir, on a su être cohérent du début à la fin, quasiment, en marquant sur coup de pied arrêté. Donc beaucoup de bonnes choses. On est surtout ravis pour les joueurs parce qu'ils font des efforts dans une période très très difficile. Ils ont fait des efforts depuis un moment et ce soir, ils sont un peu récompensés quand même. Ça n'a jamais lâché, on vous l'a dit. Nous, on est motivés comme jamais, on travaille énormément, on a la volonté de s'en sortir, une volonté profonde de s'en sortir. Alors, c'est très bien, mais c'est au soir de la 38e journée qu'on regardera réellement le classement. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir pris les 3 points pour les joueurs qui le méritaient, parce que après cette série, je le répète, très délicate, ils sont récompensés. On a mérité, tout simplement, on méritait pas plus, on méritait même pas de perdre 1-0, on méritait de prendre une gifle, et c'en est une, donc voilà. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, et il faut qu'on aille chercher des points quand même, parce que si on croit que les vacances c'est commencé, on a quand même des points à aller chercher, donc parce que le maintien, mathématiquement, il n'est pas acquis. Ça peut pas rester en l'état, on peut pas continuer, on peut pas sortir d'un match comme ça en se disant que c'est pas grave, et que la prochaine fois ça ira mieux. Prochaine fois ça ira mieux, mais en tout cas on espère pour le Stade Rennais et les hommes de Christian Gourcuff que ça ira mieux la prochaine fois, car il va falloir réagir très rapidement, même s'ils n'ont plus grand chose à jouer dans ce championnat. Allez, ce coup-là on va partir, on parlait juste à l'instant du côté de l'Olympique lyonnais qui recevait Lorient. Bon, on se disait que les hommes de Lyon allaient peut-être faire quelque chose face à Lorient, mais Lorient est une équipe qui joue sa survie en Ligue 1. Et depuis que l'arrivée de Bernard Casoni à la tête de cette équipe, on peut dire qu'elle fait plutôt des très bons résultats. Et là, en tout cas, elle a fait un très très bon résultat. Avec pourtant l'ouverture du score pour Lyon de Tolisso à la 28e minute de jeu. On se dit que c'est mal engagé pour Lorient, mais sauf qu'ils ont un certain Majid Waris qui est à la 42e minute de jeu. Je ne sais pas si vous avez vu ce but, mais revoyez-le parce qu'il est tout simplement somptueux. Non, dans la construction, il est magnifique. Il finit en lucarne. Et là, Majid Waris relance en fait Lorient, qui va inscrire un autre but par Marveau 7 minutes plus tard, avant que Mukonjo à la 74e minute de jeu et surtout à la 81e minute de jeu sur une mauvaise relance d'Anthony Lopez qui chippe le ballon, et c'est Mukonjo qui chippe le ballon et qui va inscrire ce but face à Anthony Lopez. C'était vraiment une mauvaise soirée pour cette équipe de Lyon, mais une très belle soirée en tout cas pour cette équipe de Lorient qui relance le championnat du maintien pour toutes ces équipes qui sont dans le dur actuellement. Et vous allez entendre justement la réaction de l'entraîneur Bruno Genesio. Il a tout simplement un sentiment de honte envers le club, envers les supporters, envers les dirigeants. Et il espère une réaction contre les Turcs de Beşiktaş, car ça ne sera pas un match facile, mais en tout cas, il ne faudra pas l'aborder avec cette envie et cette combativité inexistante. Et Bernard Casoni, qui lui tout simplement, il dit que le maintien, il dit que c'est pas fini pour le maintien, il y a encore des matchs à jouer, mais cette équipe de Lorient, en tout cas, depuis son match face à Nancy où elle avait renversé la tendance, c'est bien remis la tête à l'endroit et en tout cas à des très bons résultats.
De la honte, voilà, ce qui me vient à l'esprit en premier comme ça à chaud, c'est ça. C'est un sentiment de honte. La deuxième mi-temps que l'on a joué devant notre public ce soir. Vous avez eu la deuxième mi-temps comme moi aussi. Il ne s'agit pas de se cacher derrière des excuses. On a tout bafoué. Je pense qu'on a même manqué de respect vis-à-vis du club, vis-à-vis de l'institution ce soir. Tous. Oui, en colère, triste, honteux, voilà. C'est 3 sentiments qui m'animent ce soir, mais on est tous responsables et moi le premier. Réagir, rebondir. Voilà. Dans le football, on a entre guillemets la chance de rejouer dans 4 jours un match qui est certainement le match le plus important de la saison, un des matchs les plus importants de la saison. Donc à nous de montrer qu'on a suffisamment de caractère et de qualité pour réagir et rebondir après le match qu'on vient de faire ce soir, qui est un non-match. On a les mêmes symptômes, les mêmes mots que lors du match contre Guingamp ici il y a 5-6 mois. Donc c'est difficile à expliquer. J'ai l'impression que dès qu'on a un petit grain de sable qui vient se mettre dans la machine, on n'est pas capable de réagir, on n'est pas capable d'afficher le caractère nécessaire pour repartir. Ouais, le score, c'est... Ouais, on n'aurait jamais pensé gagner 4-1 à Lyon, c'est vrai que... Mais bon, venir les titiller, venir les mettre en difficulté, on avait cette ambition. Après, nous sommes venus avec beaucoup d'humilité aussi. Un match, ça ne tient pas grand-chose. Maintenant, on a été récompensé de tous nos efforts. Et puis bon, on était venus avec l'ambition de les mettre en difficulté. Il y avait la place de les mettre en difficulté, c'est ce que nous avons fait. Et puis nous ne sommes pas contentés de garder un résultat. On est toujours allé chercher le deuxième, le troisième, voire le quatrième but. 1-0, puis on a la situation d'égaliser avec un superbe but de Waris qui nous redonne confiance et qui nous maintient dans le match. À la mi-temps, on se dit, tiens, pourquoi pas, on continue comme ça, on aura des opportunités, parce que la première mi-temps, nous n'avons pas toujours bien négocié nos situations de contre. On sentait des possibilités, mais nous ne l'avons pas toujours bien maîtrisé. La deuxième mi-temps, ça a porté ses fruits. En tout cas, on peut souligner que depuis l'arrivée de l'ex-Sochalien Mathieu Pébernes, cette équipe, en tout cas de Lorient, va mieux. Et également depuis la venue de Bernard Casoni. Je peux faire une petite parenthèse statistique. Oui, vas-y, les statistiques sont assez intéressantes pour le match Lyon-Lorient, puisque au regard des statistiques, on se dit que le match aurait dû tourner à la faveur des Lyonnais, puisqu'il y avait 66% de possession pour les Lyonnais, 5 tirs cadrés partout, voilà, score de 4-1 pour Lorient, 5 tirs cadrés partout. 15 tirs pour Lyon, 14 pour Lorient. Voilà, puis au niveau des corners, c'est 5-4. Enfin voilà, le match est soit équilibré, soit à la faveur des Lyonnais dans les statistiques, mais au final, 4-1 pour Lorient. Du réalisme pour cette équipe de Lorient, hein. 5, comme tu disais, 5 tirs cadrés, 4 buts. C'est ça aussi le football, il faut être efficace, on le souligne souvent dans cette émission, et les coachs le soulignent souvent également. Ça fait 4 arrêts pour le gardien de Lorient. Benjamin Lecomte, très bon gardien. Il a fait de très beaux arrêts. Et cette équipe de Lorient, moi je pense qu'elle va s'en sortir en fin de saison. On verra si mon pronostic est bon ou pas. Allez, on va filer du côté de Bordeaux, avec Bordeaux qui recevait une équipe de Metz qui s'était inclinée en match en retard face à Lyon 3-0. Rebelote, le même score pour cette équipe messine, mais cette fois-ci du côté de Bordeaux, avec un but de Malcolm à la 14e minute de jeu. Vada sur penalty à la 50e. Et encore Vada 2 minutes plus tard. Donc Metz n'avait pas le temps de se remettre de ce deuxième but, qu'il en prenait déjà un troisième. Ça a été très vite. Alors bien sûr, Jocelyn Gourvenec souligne l'efficacité de son équipe. On a donné une bonne réponse ce soir par rapport au match de Coupe de France face à Angers, où il s'était incliné du côté des hommes de Stéphane Moulin. Et également Philippe Inchberger qui dit tout simplement Bordeaux a été meilleur. Et en parlant de maintien, on n'est pas encore sauvé. On a une vraie réaction d'abord par rapport au match de Nice, en termes d'efficacité. On avait eu la qualité de jeu à Nice, mais on n'avait pas marqué par manque d'adresse, par manque de promptitude, je pense aussi. Et c'est ce qui nous avait manqué pour faire un résultat là-bas. Et on a aussi la bonne réponse par rapport au petit déficit par rapport à notre adversaire qu'on a eu mercredi à Angers, en sachant que les matchs à Angers sont toujours difficiles, mais on était prévenus et on n'a pas été suffisamment dans la bagarre par rapport à eux. Alors la réponse qu'on avait ce soir à donner, c'était ça, de retrouver de l'efficacité en étant très mordant, très intense, très pétillant aussi. On avait besoin de ça pour emballer le match chez nous. C'est ce qu'on a fait. On peut se reprocher sur la première mi-temps de ne pas être assez efficace, mais en même temps, je pense que Didion fait des gros arrêts. On tape la barre aussi. Puis ce qui a été déterminant, c'est qu'on a fait le break. On a insisté là-dessus à la mi-temps avec le staff, parce que rester 1-0 avec la qualité de Metz, notamment sur coup de pied arrêté.
c'était pas une bonne idée. Il fallait faire le break et on l'a fait en très peu de temps. Et là-dessus aussi, on a répondu présent. C'était important de faire ce break-là. On a joué dans les points forts de Bordeaux, donc c'était compliqué. On a fait ce qu'il fallait pas faire. On a rendu des ballons, on a pris des contres. Contre une équipe de toute façon qui était plus dynamique que nous. Bon, après, sur les profils de joueurs, on ne va pas discuter. C'est une équipe qui est aussi en forme actuellement, sur la deuxième partie de saison notamment. Donc, bon, c'est pas étonnant non plus. Mais enfin, bon, on donne le deuxième but, on donne le troisième but. Ça fait quand même un petit peu mal, quoi. On se crée des occasions à 3-0 quand on se décide de jouer un petit peu. Et puis que l'adversaire relâche un petit peu la pression aussi. Voilà, donc ce qu'on a fait en première mi-temps offensivement, c'était insuffisant. On jouait avec un attaquant qui est grand, on n'arrive pas à le toucher, on n'arrive pas à créer des points d'ancrage, on ne tourne pas assez autour. Bon, voilà, on n'est pas très organisé. J'ai trouvé une équipe du FC Metz aujourd'hui, voilà, qui n'a pas beaucoup de jambes. Écoutez, nous, depuis qu'on a battu Bastia il y a 3 semaines, tout le monde dit qu'on est sauvé parce qu'on a 35 points. Très bien, mais à 35 points, on ne se sauve pas. Voilà, donc déjà, je les félicite parce que voilà, c'est des équipes qui prennent des points. Et puis nous, bah, écoutez, on a un petit peu d'avance, mais jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, on n'est pas sauvés. Bah oui, on n'est pas sauvé du côté de Metz et on n'est pas sauvé non plus du côté de Caen. On va parler justement de ce match entre Caen et Montpellier. Et c'est Montpellier qui est allé s'imposer du côté du stade d'Ornano 2-0. Des buts signés Cessignon à la 49e minute de jeu et Iconé à la 88e. Et ben c'est mal barré en tout cas pour cette équipe caennaise. Il va falloir vite se reprendre. Avec justement, vous allez entendre les réactions de Jordan Adeoti, le latéral droit, qui dit tout simplement on n'y arrive pas à domicile, c'est très compliqué pour nous. Et Jean-Louis Gasset, qui lui, en tout cas, relativise et dit on a bien fait de prendre 3 points ce soir, car il faut regarder derrière, et derrière, ça revient très très vite. La défaite, elle fait mal, forcément. On a à cœur de gagner, ça fait 2 fois qu'on perd contre des concurrents directs. Donc voilà, le championnat se poursuit et on n'arrive pas à changer cette dynamique négative. Donc ouais, c'est un peu compliqué, un peu frustrant, même si ce soir il y avait du contenu. J'ai envie de dire c'est presque secondaire tant on a besoin de points en ce moment. Je trouve que la première mi-temps a été malgré tout assez équilibrée, il y a eu des occasions des deux côtés. Je pense que la deuxième on l'a dominée, mais voilà, on s'est fait punir en contre et ce soir je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce que les situations pour revenir, égaliser et passer devant, on les a. Donc ouais, on est tous un peu déçus. C'était important de gagner à l'extérieur, mais c'est surtout le fait de très bien défendre qui m'a ravi. Parce qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas pris 0 but, on était sur une spirale très, très négative. Donc prendre 3 points contre un adversaire direct, c'est très positif. Non, c'est pas le faux fesse, mais on avait fait avec moi un très bon début et puis on s'est relâché. Dans la vie, quoi que vous fassiez, si vous vous relâchez, le jeu va vous reprendre. Donc il a fallu arriver à l'extrême et se dire des choses un peu sévères, un peu dures, mais là j'ai eu la réponse que j'attendais. Oui, j'ai vu le classement. On n'a que 5 points d'avance en ayant gagné à l'extérieur sur l'équipe qui est barragiste. Donc heureusement qu'on a pris 3 points. Personne ne veut tomber, c'est logique et on arrive et ça va aller au bout. Ça va aller au bout, on l'espère en tout cas pour cette équipe de Montpellier. Et on va s'intéresser maintenant à la rencontre Dijon-Bastia avec 2 équipes également concernées pour le maintien en Ligue 1. Un match où j'étais d'ailleurs, donc j'ai pu tout voir ce qui s'était passé. Avec un premier but de Bastia malgré une domination dijonnaise avec Crivelli qui va ouvrir le score à la 17e minute de jeu suite à un bon mouvement de cette équipe bastiaise. À la 29e minute de jeu, sur un bon centre d'Abeid, c'est Luis Melou qui va couper le ballon. Il est tout seul, hein. Il n'y a pas du tout de marquage. Il met sa tête et trompe le portier dijonnais, le portier Bastien Leca. Et ensuite, sur un coup franc bien frappé, le coup franc tape la transversale, Baptiste René est battu, mais Cahuzac a poursuivi car les Dijonnais, eux, n'ont pas bougé. Il n'y a pas un seul joueur qui a bougé du mur. Tout le monde a regardé. Mais Cahuzac, Cahu, comme il est surnommé du côté de Bastia, lui a bien suivi. Et en plus, c'est un mouvement, il le dira après, justement, je vais vous en parler, un mouvement qu'ils ont travaillé cette semaine à l'entraînement avec l'entraîneur Rui Almeida. Et vous allez entendre justement la réaction d'Olivier Dalloglio, qui lui souligne tout simplement le gros manque de concentration de cette équipe dijonnaise. Et Yannick Cahuzac, le buteur, qui lui tout simplement dit qu'il faut rendre hommage au coach sur mon but car on l'a travaillé toute cette semaine. C'est une contre-performance énorme ce soir donc pour nous. Ce que je regrette moi surtout c'est
manque de concentration. On savait qu'on allait avoir certainement le ballon, il fallait bien l'utiliser. Et derrière, on savait aussi qu'à la perte de balle, on pouvait aussi prendre des contres, ça allait être le jeu de Bastia, ce qu'ils ont très bien fait. Après, voilà, on prend des buts parce qu'on n'est pas concentré, voilà, on n'est pas assez concentré, pas assez rigoureux, pas assez prêt à défendre notre but bec et ongle. C'est à l'image du deuxième but. Voilà. On prend un coup franc, il tape sur le poteau, je crois qu'il n'y a pas un joueur de chez moi qui a fait 1 mètre, quoi. Ils n'ont pas bougé. C'est brouillon, ça. C'est pas assez dans le collectif, c'est pas assez réfléchi, c'est pas assez structuré. Il va falloir encore discuter, voilà, avec les joueurs pour un peu se remettre, quoi, parce qu'il y a encore bien sûr, il y a encore plein de choses à faire. Oui, c'est surtout bien pour notre collectif parce que ça fait vraiment un long moment qu'on vit des périodes difficiles. Et voilà, on avait à cœur de se racheter pour notre public parce qu'on sort de prestations très moyennes et je pense que ce soir, on a retrouvé des valeurs et de suite, ça paye au niveau du résultat. Oui, voilà, je pense qu'on a une bonne équipe, mais on manquait comme vous dites, de cœur, de valeur et on sait que la Ligue 1, ça se joue sur des détails et je pense que voilà, c'est ces détails qui nous faisaient défaut. Ce soir, ça a tourné. Je pense qu'on a mis ce qu'il fallait pour basculer, enfin pour changer. Oh, c'est dur. Oui. Pour changer cette mauvaise spirale, mais voilà. Et vous redonner de l'espoir. Voilà. Après, j'ai vu que les résultats ils sont pas pour nous, mais je pense que voilà, on est encore à 3 points et maintenant on a un match très important contre une très grande équipe à Lyon. Il va falloir répéter le même genre de prestations pour essayer de prendre des points. Ouais, il faut féliciter le coach parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé hier ou avant-hier à l'entraînement et ça a payé, donc c'est bien, il faut lui rendre hommage parce que c'est le coach qui nous a fait travailler ça. Eh ben, bravo au coach qui a fait travailler ce bon coup franc. Et oui, il faut toujours suivre quand un coup franc est frappé. Les Dijonais n'ont pas suivi, et Cahuzac lui a suivi et il a marqué le but qui donne la victoire à l'équipe bastiaise. On passe cette fois-ci à Toulouse-Marseille. Eh ben, c'est le match nul de cette journée. En tout cas, le match nul sans but, 0 partout entre Toulousains et Marseillais. Vous allez entendre la réaction de Pascal Dupraz qui lui est énervé par le manque d'adresse de son équipe. Et il envoie un message, ou plutôt une invitation aux fans du TFC. Écoutez bien ce qu'il va dire. Et également Florent Thauvin qui lui est agacé car on ne marque pas dans le jeu. Et ça, c'est la responsabilité des joueurs offensifs. C'est ce qu'il souligne en tout cas. Oui, de toute façon, à chaque fois qu'on ne prend pas les 3 points, c'est toujours des points de perdus. C'est dommage parce que ça fait 2 semaines là, qu'on n'arrive pas à enchaîner. La semaine dernière aussi, on n'a pris qu'un seul point. Voilà. Après, il y a quand même une belle équipe de Toulouse parce que c'est une équipe très athlétique. Ils sont durs sur l'homme, ils nous ont mis beaucoup de coups. Voilà, on est tous déçus aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça fait 2 matchs où on démarre plus mal nos rencontres. Ça fait aussi 2 semaines qu'on a des équipes qui nous rentrent beaucoup dedans pour nous les joueurs offensifs. Pas toujours facile. Après, on a eu beaucoup de situations en deuxième mi-temps. On n'a pas su négocier et c'est à nous de travailler et faire mieux dans la dernière passe et dans la finition parce qu'on a la qualité pour ça. Et voilà, aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. L'air plus contrarié d'habitude ou aujourd'hui? Non, je suis déçu parce que ça fait un moment qu'on n'a pas marqué un but dans le jeu. Donc on a marqué un but la semaine dernière, c'est un coup franc. À Lille, on n'a pas marqué, donc ça commence à faire là. Et c'est ma responsabilité aussi, je suis un joueur offensif, donc il faut l'assumer. Il faudra faire mieux dès la semaine prochaine. On va dire que chacun a eu sa mi-temps en termes d'emprise sur l'adversaire, mais en deuxième mi-temps, malgré tout, on a des situations, des occasions où on doit cadrer, et si on cadre, on marque. Déçu, le foot, ça compte uniquement quand tu gagnes. L'adresse, en première mi-temps, parce que si on met nos scores, c'est pas le même match. Ça, on ne le saura jamais, ce que je dis. On ne pourra jamais vérifier si ce que je dis est réel, mais on doit mener au score en première mi-temps, et ça doit être très difficile avec l'appui de notre public pour les Marseillais de revenir. D'ailleurs, on va saluer les Toulousains en violet, parce qu'ils étaient largement majoritaires cette fois-ci. Et ça fait chaud au cœur. Je les invite à revenir. Le prochain match est contre Nice. C'est pas une équipe dégueulasse. Donc ils peuvent revenir. Ils ont les maillots, ils ont les t-shirts, ils ont les petits morceaux de tissu. Il faut qu'ils reviennent. Parce qu'il me semble que cette équipe, elle vaut le coup d'être supportée de manière encore plus constante. Je sais pas, à Alban, il doit avoir 8 de masse graisseuse, donc on ne peut pas dire qu'il soit gros. Après, je ne connais pas la masse graisseuse de Pelé. On était très efficaces. Mais je pense malgré tout qu'avec davantage d'adresse, Pelé doit aller chercher le ballon au fond des filets. Eh oui, Pelé doit aller chercher le ballon au fond des filets, mais désolé Pascal Dupraz, Pelé n'est pas parti chercher le ballon dans les filets. Ça a fait 0 partout, donc 1 point. Donc
avis aux supporters toulousains s'ils veulent aller voir un match pas dégueulasse face à une belle équipe de Nice. Eh ben, rendez-vous du côté de Toulouse. Allez, on va s'intéresser à Saint-Étienne qui recevait Nantes. Et c'est Nantes qui va ouvrir le score dès la 15e minute de jeu par Nakoulma. Et c'est finalement Benjamin Cornier qui va égaliser à la 70e minute de jeu. Je vais y arriver face à cette équipe nantaise. Et score final, 1 but partout. Avec une réaction de Christophe Galtier qui, lui, revient sur les pénaltys qui auraient peut-être dû être sifflés ou pas. Il pose la question justement aux journalistes présents lors de cette rencontre. Et Sergio Conceição qui lui regrette car Nantes méritait les 3 points. Mais il souligne en tout cas l'état d'esprit qui règne dans cette équipe nantaise, notamment dans le vestiaire, avec des joueurs complètement abattus en fin de match. Et ça le rassure. On aurait pu nous siffler un penalty aussi en première période. Et c'est la discussion que j'ai eue avec M. Kita dans le couloir. Tout le monde pense qu'il y a eu simplement un échange de mots tranquille. Non, pas tranquille parce qu'on est toujours excité d'un côté et de l'autre. Mais j'ai pas revu les images, mais on me dit que quand même, on aurait pu nous siffler une main, je crois, en première période. Et que peut-être en deuxième période, il y aurait pu avoir un penalty sifflé en fin de match. Je pense pas que le match se joue là, mais évidemment que bon là, vous êtes mieux placé pour moi, j'ai pas revu d'image. Mais je sais qu'on aurait pu nous siffler pour une main, dans la surface de réparation, peut-être un penalty en première période. Je sais pas, c'est vrai ou pas vrai, je sais. Vous n'êtes pas d'accord. Donc il n'y avait pas penalty. On savait qu'on jouait une équipe qui était sur une dynamique, en forme sur un plan physique, qui a beaucoup de jambes et beaucoup d'énergie. On a eu le match auquel on s'attendait. On a malheureusement en première période pas répondu à l'adversaire sur ce qu'ils nous ont opposé, même si on a été malheureux sur une tête sur le poteau. Mais en deuxième période, on s'est créé des situations. Je dirais simplement que Nantes a fait une bonne première période et que nous n'avons pas su concrétiser les situations qui se sont présentées avec quelquefois un manque de réussite, mais aussi de la maladresse. Je pense qu'on a mérité les 3 points. On a joué contre mon équipe de Saint-Étienne qui, toutes les années, lutte pour une place en Europe. C'est une équipe avec de bons joueurs. Mais c'est pas facile de jouer ici. Mais on a vraiment une dynamique de jeu très intéressant. Pour le moment, au niveau de mentalité, je donne un exemple, le vestiaire. Tous les joueurs sont très, très déçus parce que je pense qu'on a mérité de gagner le match. Voilà. À niveau général, on a fait un premier mi-temps très intéressant. On a créé 3 à 4 situations de but. C'est vrai que pour 1-2 fois, ils ont créé aussi. Et voilà, on a pris un point. Ben oui, on a pris un point, mais en tout cas, cette équipe nantaise va mieux depuis que Sergio Conceição est arrivé à la tête de l'équipe du FC Nantes. Allez, on parle du dernier match qui avait lieu ce dimanche à partir de 21h. C'est le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe de Guingamp. Un match où on a dû attendre la seconde période pour voir des buts, et notamment le premier but signé Angel Di Maria à la 56e minute de jeu. Et ensuite, c'est Edinson Cavani qui va réaliser un doublé à la 60e et 70e minute avant que Blaise Matuidi n'augmente le score, en tout cas ne l'aggrave pour l'équipe guingampaise à la 90e. Et le Paris Saint-Germain s'impose 4-0. Mais une réaction, vous allez l'entendre, de Blaise Matuidi qui il dit tout simplement il faut gagner tous les matchs car Monaco et Nice sont bien présents. Et également Étienne Didot, les milieux de terrain de cette équipe guingampaise qui dit tout simplement Paris reste Paris. Il est vrai qu'au match aller, on avait eu de la réussite. Après le premier but, tout a été plus compliqué. Et on s'incline ce soir. Ouais, soirée parfaite, c'est sûr. Voilà, je l'avais dit à mes coéquipiers que le plus beau des cadeaux, ça serait qu'on gagne. On l'a fait, donc je suis très heureux. Et c'est 3 points de plus. On sait que c'est important. Voilà, pour la fin de saison, on est dans le sprint final et nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut gagner. Et puis bien sûr après espérer que devant ça flanche, même si Monaco fait le maximum aussi et Nice est bel et bien là, donc ça va faire une fin de saison vraiment
alléchante. Et en tout cas, nous, on va tout faire pour être là jusqu'au bout. Non, on n'a pas douté. Après, il y a l'adversaire qui nous pose problème, qui est bien regroupé. Et nous, qui jouons pas assez rapidement peut-être. Je pense qu'on manquait un peu d'intensité en première mi-temps. Et on a rectifié le tir à la mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on est allé les chercher plus haut. On a joué plus vite, on a joué plus simple. Et il y avait beaucoup plus de mouvements. Et je pense qu'on a été récompensé. Après, c'est sûr, quand tu mets le premier but à domicile, c'est plus facile par la suite. Une bonne première période avec des bonnes intentions de notre part, des bonnes récupes assez hautes, avec des situations de frappe. Et voilà, pas trop mis en danger, malgré la barre de Cavani, je crois. Mais après, en seconde, voilà, à partir du moment où on prend le premier but ici, on savait qu'on allait quand même souffrir davantage en seconde. Et puis, on prend rapidement le premier but. Donc après, ça devient un peu plus compliqué. Et puis, on n'a pas été assez costaud pour garder ce 1-0 et garder l'espoir, parce que voilà, on s'est effrité petit à petit et c'est pas ce qu'on voulait donner comme image. C'est dommage parce qu'il y avait de bonnes choses en première, mais voilà, ça a très mal tourné à la fin. Je m'en fous complètement. Je m'en fous de Pastore, c'est pas mon problème. Nous, vous me parlez de mon match, de notre match, oui. Paris, c'est Paris. On a baissé le pied en deuxième. Paris a été mieux. Le reste, je m'en fous. Je pense qu'au match aller, on avait un peu fait la même première période, avec peut-être un peu plus de folie à domicile. Et puis surtout, on avait eu la réussite qu'il faut contre le PSG pour gagner, tout simplement. Ce soir, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas forcément provoqué non plus en seconde, à l'inverse. Mais voilà, c'est difficile. Mais Paris mérite largement sa victoire en seconde mi-temps. Eh bien oui, Paris mérite sa victoire et a obtenu la victoire. On va vous donner le classement de cette Ligue 1 avec premier Monaco 74 points, deuxième le Paris Saint-Germain 71, troisième Nice 70, quatrième Lyon 54 points. Donc pour Lyon, c'est terminé. Il ne sera pas dans les 3 premières places. Ensuite, vous avez 5e Bordeaux 49 points, 6e Marseille 48 et Saint-Etienne est 7e avec 45 points. Et en bas de classement, eh bien, on retrouve Lorient qui émarge avec cette belle victoire à Lyon à la 18e place avec 31 points. Dijon est 19e avec 29 points. Bastia est 20e avec 28 points. Mais en tout cas, il y a un rapproché entre le 20e, Bastia avec 28 points, et également jusqu'à Montpellier à la 14e place. Tout le monde est un peu concerné pour le matin. Donc ça va vraiment être une fin de championnat haletante du côté de la descente. Allez, on passe cette fois-ci, on a terminé avec la Ligue 1, on va passer cette fois-ci aux jeunes du FC Sochaux Montbéliard. On va en parler justement avec Alexis de Freitas qui va nous faire un petit résumé sur toutes les rencontres qui ont lieu, que ce soit en U15, en CFA2 et un peu tous les résultats. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? Écoute, parfaitement bien, il fait beau, il fait chaud dans le studio, il fait soleil sur la Franche-Comté, donc tout va bien. Alors est-ce qu'il y a justement eu beaucoup de soleil sur les équipes franc-comtoises? On va le voir tout de suite. Après un week-end sans jouer, l'équipe réserve du FCSM recevait le Besançon Football Club, donc un derby comtois, qui joue actuellement son maintien. Est-ce qu'ils ont décroché un résultat contre une équipe très combative? Eh bien, comme tu l'as dit, oui, le retour du soleil, les premières chaleurs et un terrain difficile, donc des conditions difficiles pour l'équipe du FCSM qui néanmoins obtient un bon match nul dans une partie très équilibrée. Donc pour parler de la composition rapidement, on joue en 4-2-3 avec Aubin Long Cage, une défense avec Salem Bakata, Ryan Senadji, Pierre Gibaud et Romain San. Au milieu de terrain, Sofiane Dam et Johan Ramaré, le capitaine pour ce match, était à la récupération et était chargé d'encadrer les plus jeunes. Honora était sur l'aile droite, Sagoun à gauche, Akta sans meneur de jeu et Guirassi seul en pointe. Un début de match avec peu d'occasions, principalement une grosse bataille au milieu du terrain. Sochaux a les premières situations avec Sagoun tout près d'ouvrir le score mais qui oblige le gardien à un bel arrêt, ou encore un but de Guirassi refusé pour une faute sur le portier. Néanmoins, c'est Besançon qui ouvre le score un peu contre le cours du jeu, avec une première grosse occasion transformée, corner conclu par une tête. Néanmoins, les Sochaliens ne vont pas douter, puisque 4 minutes plus tard, ils vont parvenir à égaliser. Une récupération dans cette bataille au milieu de terrain de Sofiane Daham, qui lance en profondeur Fodé Guirassi. Fodé Guirassi qui, avec une accélération et une frappe dans le petit filet, permettait aux Sochaliens d'égaliser et de faire ce score de 1-1. Un score que on pense que le FCSM va ramener au vestiaire. Besançon qui commence à monter, qui fait une bonne première mi-temps, mais hélas,
les Sochaliens vont craquer. On avait des avertissements avec l'attaquant qui avait notamment éliminé au ballon mais qui butait sur une bonne défense, ou encore un arrêt au ballon sur un coup franc. Et justement, les visiteurs sont logiquement récompensés, on peut le dire, puisque une situation qui part du côté droit, un joli changement d'aile, et l'attaquant se présentait seul contre le ballon, il ajustait. Donc à la mi-temps, le score est de 2-1 pour Besançon. Des Sochaliens qui vont revenir logiquement avec de meilleures intentions en deuxième mi-temps. Ça se ressent directement. Sagoun, d'une reprise acrobatique, témoigne de ses intentions, avant que 4 minutes après la reprise, ce soit Fodé Guérassi qui égalise à nouveau. Donc un doublé pour Fodé Guérassi suite à une belle échappée de Franck Honora à droite. Un centre fort à ras de terre. Guérassi le coupe parfaitement et porte son compteur personnel à 5 buts cette saison. On en est donc à 2-2. Sochaux qui va jouer pour prendre l'avantage, ce qui est logique. Guérassi tout proche d'un triplé, mais sa tête finit dans le petit filet, avant que Brian Lass entre en cours de jeu, lui, ne bute sur le portier, à proximité du but. Donc le score final de 2-2, un score assez logique selon moi. Les Sochaliens sont revenus 2 fois au score, il faut le signaler, et ils ont réussi à mettre en difficulté cette équipe de Besançon qui joue logiquement sa survie. Grosse intensité des Sochaliens en deuxième mi-temps. On peut regretter cette première mi-temps où Besançon a maîtrisé les débats, on va dire. Et après ce match nul, donc pour parler du classement, les Sochaliens sont 8e avec 27 points. 7 victoires, 6 nuls, 8 défaites, donc un bilan assez moyen, équilibré, et une différence de 0, avec 21 buts pour et 21 buts contre. Nickel, égalité, 21 buts pour, 21 buts contre. Alors toujours invaincu cette saison, les U15 Sochaliens restaient sur un match nul, 3 buts partout obtenus sur le terrain de leur dauphin. Ils recevaient l'USC Dijon ce week-end. Ont-ils poursuivi cette spirale incroyablement positive? Eh bien oui, les U15 ne calent toujours pas dans ce championnat, avec une 14e victoire en 16 matchs. 2 changements comparés aux 11 de la semaine dernière, avec Philippe et Galvez qui remplacent Actas et Pélissard forfait. On a eu de nombreuses petites blessures à échauffement, ça nous a un peu gênés, mais ça n'a pas gêné l'équipe qui a ramené donc un très bon résultat. Pour parler du reste du 11, c'est l'habituel, avec Bonnemain au cage, une défense avec Cousseau, Treasure, Diane et Bouchareb. Meudre complète le milieu de terrain, alors qu'offensivement, on retrouve toujours Antonio, Rafoul et Mumpemba. Un score final de 3-0. Wilter d'Antonio et Noah Mumpemba inscrivent leur 12e but de la saison et sont donc les 2e meilleurs buteurs de cette équipe, derrière Jessim Pélissard qui n'a pas joué mais qui a toujours 14 buts. Et Benoît Meudre, très en forme sur ses derniers matchs, inscrit lui son 8e but. Au classement, il va des Sochaliens qui sont logiquement premiers, avec 60 points, 12 points d'avance sur leur dauphin Auxerre qui compte néanmoins un match en retard, et une meilleure différence de but de plus 48. Plus 48, il n'y a rien à dire, hein. Je crois que c'est exceptionnel pour le souligner. Une belle équipe U15 du FC Sochaux Montbéliard. Eh ben, merci Alexis pour tous ces résumés sur nos jeunes équipes sochaliennes. On te retrouve pas lundi prochain parce qu'il n'y aura pas d'émission, hein. Vous savez que c'est le lundi de Pâques. On se retrouvera le week-end d'après. Ça marche, pas de soucis. Eh ben, ça roule. Eh ben, bonne semaine à toi et puis dans 15 jours alors. Ça marche, bonne semaine à vous. Merci, à bientôt. Et ben maintenant, on va s'intéresser au FC Sochaux Montbéliard et plus généralement à la Domino's Ligue 2, à la Ligue 2 tout simplement, avec le jingle. Eh bien oui, voici l'ouverture de la page Ligue 2, bien entendu avec en fil rouge le FC Sochaux Montbéliard. On va parler justement de Sochaux avec ce match que livrait le FC Sochaux Montbéliard. C'était face à une équipe de Niort qui, elle, pouvait encore rêver de tutoyer le podium. Et finalement, ça a fait match nul, 2 buts partout. Avec un but du jeune Ibrahima Konaté, 17 ans et demi. Premier but en Ligue 2 à la 32e minute de jeu sur un très bon corner de Mohamed Larbi. Avant que Dembélé, à la 43e minute de jeu, n'égalise pour cette équipe
l'équipe de Niort, avec des défenseurs qui reculent. Il faut toujours avancer pour défendre, c'est mieux. Et avec également Romain Grange qui va donner l'avantage à l'équipe de Niort à la 59e minute de jeu. Et Faneva Ima Andriatsima qui va en tout cas marquer de la tête sur un beau but de Mohamed Larbi. Justement, on va entendre le résumé de cette rencontre entre Sochaux et Niort. Sochaux 12e accueille Niort 8e. Des Sochaliens qui n'ont remporté qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres. Une saison très moyenne donc. Et ce sera encore une fois sans Werner, le gardien titulaire remplacé par Maxence Prévost. Sans également Adolphe Tekeu, le capitaine de Sochaux. Le Camerounais vainqueur de la CAN au mois de février est sans doute blessé jusqu'à la fin de la saison. Beaucoup de pertes pour les Lionceaux. Titulaire dans l'équipe Tardieu, Robinet, Tousgar, Thuram et Andriatsima qui portent donc le brassard de capitaine à la place de Tekeu. Il se montre en difficulté dès le début du match. La première opportunité est niortaise. La deuxième également avec cette reprise de la tête, c'est sur la barre transversale. Pas de réussite pour les visiteurs. Niort qui joue avec Sambia, Aguazi, Dembélé comme capitaine. Roy, Donando et Grange sont là. Brison et Chigla sont eux blessés. Niort est l'équipe la plus en forme des deux sur 3 victoires consécutives. Le match est relativement équilibré et Sochaux ne réussit pas à passer face à Saturnin Alagbé, titulaire dans le but des Chamois. Bonne intervention du gardien niortais, toujours pas de but dans ce match. Le corner pour Sochaux, frappé par Mohamed Larbi. La reprise d'Ibrahima Konaté, premier but en Dominos Ligue 2 pour ce joueur sochalien. Bêtise de Saturnin Alagbé et ça permet à Konaté de marquer et à Sochaux de mener 1-0 à la 32e minute. Sochaux qui insiste pour marquer rapidement le deuxième but. Avec ce tir largement au-dessus, c'est manqué. Et Niort a une possibilité d'égaliser. Ballon récupéré par Aliou Dembélé. C'est bien enroulé. Maxence Prévost n'arrive pas à sauver la situation. Égalisation des Chamois à la 42e minute. Et c'est le capitaine de Niort qui marque ce but important. Aliou Dembélé inscrit son premier but de la saison. Ça fait un but partout. Et c'est le score à la pause dans cette rencontre. Quelques sifflets à Bonal. Sochaux ne réussit pas à gagner cette rencontre. Il reste 45 minutes pour modifier la situation et finir un petit peu mieux la saison. Pour l'instant, les joueurs d'Albert Cartier sont bloqués. Il va falloir accélérer en seconde période. C'est le cas. Sochaux est un petit peu plus entreprenant. Mais Niort a de la confiance. La rencontre reste donc équilibrée. Les Niortais ont des chances plus importantes que leurs adversaires. Ici, la tête de Jimmy Roy au-dessus. Sochaux bénéficie quand même de cette opportunité avec la sortie d'Alagbé et le ballon qui va rouler à côté du but. C'était la meilleure chance pour Sochaux dans cette seconde période. Mais Niort en a un petit peu plus. Et en voici une très réussie. La frappe impeccable de Romain Grange à la 58e minute. Ça fait 2-1 pour les Niortais. Deuxième but de la saison pour Grange, qui a renversé le match et qui mène maintenant. Mais Sochaux égalise sans trop tarder, 70e minute grâce à Faneva Andriatsima. 14e but de la saison pour l'attaquant malgache. 2 buts partout dans cette rencontre très disputée. Et on s'attend peut-être à encore des buts supplémentaires. Les deux équipes se battent pour la victoire. Et juste après cette égalisation d'Andriatsima, il y a une altercation entre le buteur et André Donando. Ce n'est pas du tout du goût de l'arbitre Jérémy Stina. Carton rouge pour Donando. Exclusion du buteur niortais. Il laisse ses partenaires à 10 pendant les 20 dernières minutes. Une belle opportunité pour Sochaux dans ce match, même si Niort a une opportunité. Les Sochaliens en ont une également avec cette frappe de Moussa Sao. Mais personne n'arrive à marquer de buts supplémentaires. 2 buts partout entre Sochaux et Niort. Et oui, 2 buts partout et les sifflets, bien évidemment, du stade Bonal. Les gens n'étaient pas forcément contents, même si Sochaux n'a plus grand-chose à jouer dans ce championnat. On est déjà un petit peu en vacances, mais il faut aussi gagner des matchs pour construire pour la saison prochaine. Et justement, en vue de la saison prochaine, vous avez vu qu'Albert Cartier n'a pas été prolongé par les dirigeants sochaliens. Et bien justement, appelez-nous, dites-nous si vous êtes d'accord avec cette non-prolongation ou si vous auriez préféré qu'Albert Cartier soit prolongé avec le FCSM. Mais je crois qu'on a déjà un invité, on a Kevin, il me semble, qui doit être avec nous. Tu es là, Kevin ? Oui, je suis là. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Bah écoute, ça va parfaitement bien. Tu étais au match ce samedi, ça y est, moi je me crois encore en Ligue 1, ce vendredi face à Niort ? Oui, j'étais.
Alors, qu'est-ce que tu as pensé déjà de cette rencontre? On parlera d'Albert Cartier après. Ben, les trouvé que Sochaux, ils étaient encore un peu timides dans le jeu. Oui, Ils ont créé beaucoup de mal à domicile. c'est vrai. Beaucoup de mal on va dire que ça à domicile à l'extérieur, ils ont du mal passant les deux partout. Oui. Il faudrait peut-être qu'ils se réveillent un peu, ça serait temps. Alors toi, tu penses que ça vient forcément des joueurs ou comme souvent beaucoup le disent sur les réseaux sociaux, de l'entraîneur en lui-même? Quelle est justement ta perception? Moi, du coup, tu n'avais pas d'entraîneur de une, tu avais aussi des joueurs, tu avais des deux, que l'entraîneur, l'entraîneur, on va dire, sans jamais changer de technique. Oui. Il laisse tout le temps le même jeu. Alors c'est-à-dire pour toi le même jeu? Bah, Explique-nous un peu. On va dire qu'ils jouent toujours en 4-2-1. Oui, c'est vrai, souvent. C'est souvent 4-2-1, 4-2-1. Au bout d'un moment, le 4-2-1, il a fonctionné au début de saison, puis après, il a plus fonctionné. Alors justement, on peut se poser la question pourquoi ce 4-2-1 ne fonctionne plus. Est-ce que d'après toi, ça vient des joueurs ou est-ce qu'ils adhèrent plus du tout ou ils ont du mal à adhérer au plan de jeu? Pour moi, de toute façon, tu avais des joueurs. Hein. Oui. C'est les joueurs qui font pas assez les efforts sur le terrain et. Il faut pas assez d'efforts et puis on ne joue pas avec un attaquant à un moment. On devrait jouer avec au moins 2 attaquants devant. Ça serait ça mieux. Oui, avec 2 attaquants à condition que les milieux de terrain fournissent des ballons. Voilà, après ton milieu de terrain donner les ballons aussi. Après, c'est ça le souci. C'est ça aussi le gros problème. Tu penses qu'il y a des manques dans tous les compartiments, que ce soit en défense, en milieu de terrain, en attaque? Moi, le but qu'on prend contre Niort, le premier qu'on prend, quand même, on va dire l'attaquant de Niort, quand même, il en vient quand même 4 à lui tout seul. Alors c'est intéressant ton analyse justement sur ce premier but, parce qu'on a vu les défenseurs sochaliens, les joueurs sochaliens reculer. Alors que souvent on dit même aux plus jeunes de toujours défendre en avançant. Ouais. Tu es d'accord avec ça, toi? Oui, je suis d'accord, ça, ouais. Et sur ce but, c'est vrai qu'on a vu le défenseur reculer et on a pris le but. Au Maxence Prévost. Il n'est pas du tout la faute du gardien, il peut rien faire. Non, il peut rien faire. Je pense qu'il est masqué au départ du ballon et il peut absolument rien faire. D'accord, quand il a cherché la raison, il essaye. Voilà, oui, après, au fond, c'est pas de sa faute. C'est vrai. Alors, justement, quel point positif tu retires, toi, de cette rencontre? Est-ce que tu as vu des points positifs? Parce qu'on souligne toujours les points négatifs, mais est-ce qu'il y a des points, justement, positifs? Pour moi, pour ça, de c'était des points positifs pour l'instant. Oui. C'est ça. On aimerait bien qu'ils gagnent vendredi soir. Ah, ça va être compliqué aussi du côté de Tours. Hein. Attention, une équipe qui joue sa survie. Voilà, on va dire qu'ils ne gagnent pas là-bas, on met qu'ils ramènent un point. Et une équipe qui a fait match nul à Brest, hein, donc une équipe qui a de la qualité. Voilà, ça c'est pour nous. Mais moi, de toute façon, après, je suis content que Cartier parte aussi. Hein. Oui. Pour quelle raison tu es content qu'il s'en aille? De toute façon, il n'était pas aimé à Bonal. Hein. Il n'était pas aimé. Il n'était pas aimé par Bonal ou par les joueurs? Par les joueurs. Hein. Par les joueurs, tu penses? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses justement? Il y a des joueurs qui ont été écartés. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des raisons aussi également qu'ils soient écartés? Peut-être pas forcément que l'entraîneur, si? On va dire que Zibo, en ce moment, il faisait des bons matchs à Sochaux. Oui. Et puis du jour au lendemain, il nous l'a écarté du groupe. Pourquoi, on ne sait pas. Il y a peut-être eu des histoires de comportement, non? Peut-être aussi, ouais, que pour moi, on va dire aussi Zibo, lui, était un gueulard aussi. Il ne se laisse pas marcher sur le pied. Oui, après, c'est sûr. Bon, chacun a son caractère et après, il faut aussi faire suivant les caractères. C'est pas... Le 1er avril, là, quand il y avait ce Strasbourg de 3, nous, les supporters, on t'a donné rendez-vous à l'entraînement pour leur montrer qu'on était là pour eux. C'est vrai, tout à fait. On s'est tous donné rendez-vous à Bonal pour l'entraînement, pour chanter pour eux. Et après, justement, est-ce que tu as eu le sentiment que lors du match, ils ont vraiment tout donné? À l'entraînement, oui, mais en tout cas, à Strasbourg, ils n'ont pas fait un match excellent. Hein. Exactement. Voilà, vous êtes venus les encourager, c'est vrai, il y a eu beaucoup de monde ce matin-là à l'entraînement pour justement les motiver, s'il faut les motiver. Moi, ça me paraît toujours un peu hors de moi quand je me dis qu'il faut motiver les joueurs. Alors, je pense quand même qu'on est motivé quand on est compétiteur. Mais bon, en tout cas, pour leur faire une piqûre de rappel en leur disant que ce match face à Strasbourg, c'est pas un match comme les autres pour les supporters et supportrices sochaliennes. C'est un derby pour nous, c'est un derby qu'on doit gagner. C'est un derby qu'on doit gagner, mais... qu'on doit jamais perdre dans notre vie, un match comme ça. Et justement, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette rencontre face à Strasbourg? Le premier mi-temps, on s'est fait balader. Ça s'est tout pris. C'est vrai. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais en tout cas, en deuxième mi-temps, on s'est réveillé un peu. On a eu 2-3 occasions. On a eu le penalty pour nous.
C'est vrai, on a eu le penalty. Après, t'es glissé à côté. Oui. T'es Ça pas arrive. agressif pour l'attaque, t'es pas agressif, voilà, c'est comme ça. C'est pas facile pour tirer un penalty. Comme on dit, quand t'as des supporters qui te suivent en face, c'est pas facile pour lui non plus. Oui, Je le comprends aussi. non, c'est sûr. C'est pas. Après, on peut rater un penalty, ça arrive. Hein. Ça arrive aux plus grands joueurs, aux plus grands. Ça arrive aux plus grands. Mais est-ce que dans l'agressivité, tu as trouvé cette équipe sochalienne, est-ce qu'elle était préparée à aller au combat? Est-ce qu'elle était agressive? Parce que c'est souvent ça qu'on retient. En deuxième mi-temps, oui. En deuxième mi-temps, oui, il y était. D'accord. On doit monter au deuxième mi-temps, on doit revenir carrément dans le match. C'est vrai. On a des opportunités. On doit revenir maximum à 2-2. C'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, on a eu des opportunités. Et puis moi, je peux vous dire qu'il y a carton rouge pour le gardien. C'est vrai, il y a carton rouge. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Pour monter, il y a rouge. Il n'y a jamais chose sur une faute comme ça d'un gardien. C'est vrai. Alors là, c'est vrai que ce match, c'était un carton rouge sans aucune discussion. Alors justement, on va revenir sur Albert Cartier, mais moi, je voudrais te poser une question. Bon, c'est vrai qu'on a eu Olivier Echouafny qui est parti également. On a Albert Cartier qui s'en va. Est-ce que justement, ça va être facile de reconstruire encore quelque chose si on change d'entraîneur tous les 1 an et demi ou 2 ans? Ça serait dommage que Cartier part, voilà, peut-être qu'il allait partir. Ça, on le savait tous. Oui, après, on a un nouveau entraîneur à Sochaux. On a un nouveau entraîneur à Sochaux. Il faut qu'il change carrément une équipe. Qu'on a un bon acheteur de joueurs, qu'on achète des bons joueurs, tout. Voilà, mais le problème à Sochaux, c'est qu'il n'y a toujours pas de directeur sportif à l'heure actuelle. On ne sait toujours pas quel est le projet du club. Et ça, c'est quand même important de savoir justement de quels moyens va disposer l'entraîneur. Parce que s'il n'a aucun moyen à sa disposition, on risque de revivre les mêmes saisons. Oui. Il faut quelqu'un qui rachète vite le club et puis qui propose d'acheter des joueurs et racheter des joueurs. Ah, tu souhaiterais que quelqu'un rachète carrément le club, un nouvel actionnaire alors? Ouais, que les Chinois, franchement, ils font bien de beau. Hein. Pour le moment, on va dire que ça leur donne pas raison. Pour le moment, c'est vrai. Et c'est vrai que s'ils ne donnent pas plus de moyens, on risque de vivre des saisons encore compliquées. Sur mon motif, les Chinois, ils ont des sous pourtant. T'es un milliardaire, le gars, il peut nous payer des joueurs quand même bien. Après, oui, il a soi-disant de l'argent. Après, on ne sait pas trop parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de transparent. Après, sa fortune à lui est estimée à 95 millions d'euros. Mais bon, après, ça passe par sa compagnie les DUS. Mais bon, après, on n'a pas grand-chose de transparent en ce qui concerne ça. Et justement, toi, le profil d'entraîneur qui te plairait justement à Sochaux, est-ce que tu en as quelques-uns en tête? Moi, je n'en ai pas en tête, ça le souci, je n'en ai pas. Oui. Il y a Hervé Renard qui est libre. Ah, Hervé Renard, il ne viendra pas en Ligue 2. Hein. Moi, pour ça, lui au début. C'est vrai. Que pour moi, Hervé Renard, c'est un très bon entraîneur. Tout à fait, on est d'accord. C'est un très bon entraîneur qui a fait quand même gagner la Côte d'Ivoire. On est d'accord. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres qui ont fait acte de candidature, hein, comme Adzibedji qui a fait acte de candidature, Francis Gillot aussi apparemment. Et peut-être bien Thierry Lauré également pour peut-être la saison prochaine. Mais bon, après ça, c'est toujours pareil. Après, comme on dit, après, tu as des joueurs et puis il en faut rien. Il faut un bon entraîneur puis des bons joueurs qui se réveillent sur un terrain. Oui, parce que c'est pas le tout d'avoir un entraîneur. Il faut aussi, comme on le disait tout à l'heure, des moyens avec des joueurs de qualité. Moi, je trouve que cette équipe sochalienne est un petit peu limitée, d'où notre classement. Hein. Faut pas non plus se leurrer. On y a tous cru, c'est vrai. Même moi, hein, je le dis franchement. On a le plus beau stade de Ligue 2. Oui, un des plus beaux, c'est vrai. On a le meilleur public de Ligue 2. Après, le meilleur public, je ne sais pas. Il y a d'autres publics aussi également, comme Lens, comme... Il y a d'autres publics également. Il y a d'autres beaux stades aussi également en Ligue 2. Mais il est vrai que voilà, c'est pas le tout d'avoir un entraîneur, parce que je pense qu'on peut faire n'importe quel entraîneur. Il faut surtout changer le groupe. Il faut apporter une plus-value à ce groupe et surtout de la qualité. Moi, sur mon motif, il faudrait changer carrément les joueurs. Il faudrait changer un peu d'équipe. Écoute, on espère en tout cas que les dirigeants sochaliens, s'ils nous écoutent ce soir, vont changer quelque chose. Parce que oui, de toute façon, si on en arrive là, c'est qu'il faut changer quelque chose dans cette équipe, sochalienne. Moi, à tout j'y vais, j'ai fait le déplacement. Bravo, c'est bien. Bravo à toi. On y va en voiture avec des copains, des supporters, on monte en voiture. C'est bien, bravo à vous en tout cas. Je pense que le club
voilà, doit se sentir aussi soutenu, c'est important également. Donc bravo à tous ceux qui font les déplacements. On y va à quoi? On y va à 4-5, mais il y a un supporter club aussi qui dit non. Alors tu vois, on va se mettre un peu l'ambiance on va dire, on va se mettre l'ambiance un peu pour leur montrer. Pour montrer aux joueurs, pour montrer aux joueurs qu'on est toujours avec eux. Exactement. Non, mais tu as entièrement raison. Pour montrer aux joueurs que les supporters sochaliennes sont là, eux. Ils sont là, ils sont bien présents. À défaut peut-être des joueurs sur le terrain, en tout cas. Et ça va pas être un match facile en plus pour Sochaux à Tours. Ça va être très compliqué. Voilà, quand on va dire que tout n'est pas la porte à côté non plus, il y a de la goutte pour y aller. Non, mais c'est ça, les supporters font des efforts, font des gros efforts quand ils vont en déplacement. Et il est quand même normal que l'équipe, que les joueurs se donnent un peu plus sur le terrain. Et je trouve que c'est ça qui manque à Sochaux. Je trouve qu'il manque de la hargne, des joueurs teigneux sur le terrain, des joueurs qui ne lâchent rien. Et encore contre Niort, on l'a vu, avec des joueurs qui ne vont pas toujours au ballon. Et c'est ça je pense que c'est ça qui manque. Il manque un peu cette hargne à Sochaux. Et il manque des joueurs hargneux, comme on a vu du côté de Niort avec Aguazi, avec Choplin, des joueurs hargneux. Et je pense que c'est ça qui manque. Je ne sais pas, quel est ton avis? Oui, moi je suis d'accord avec vous. Alors Tours, c'est 5h14, 590 km via la 36 et la 6. Voilà, c'était la petite info GPS. Non, mais c'est vrai, les supporters font beaucoup de kilomètres. Oui, 10 heures aller-retour. Voilà, donc à un moment donné, on n'a pas le droit de galvauder ça sur le terrain en tant que joueur. Moi, je dis tout simplement, on n'a pas le droit. On est là pour jouer. On peut perdre un match, ça arrive. On va dire que ça, au bout d'un moment, de toute façon, on ne peut pas perdre ça. Oui, puis on peut pas. Voilà, il faut tout donner sur le terrain. Après, c'est le sport qui parle. Après, on peut perdre des matchs, il n'y a pas de souci, c'est le sport. Mais quand on a l'impression de ne pas avoir tout donné, c'est ça qui n'est pas normal parce que les gens font des kilomètres aussi également. Donc, il faut aussi les respecter, ces supporters, et on les respecte quand on joue sur le terrain et qu'on ne triche pas et qu'on joue. Après, il n'y a pas de tricheur du côté de Sochaux, mais il faut mettre un peu plus de détermination dans ses passes, dans ses actions, et puis on voit ce qui arrive au bout. Mais on va voir en tout cas si les dirigeants sochaliens changeront quelque chose avec l'arrivée de ce nouvel entraîneur, et il lui donnera en tout cas les moyens. En tout cas, on te remercie, Kevin, d'être intervenu dans cette émission. On espère que vous ferez un très bon voyage du côté de Tours. Déjà, bravo à toutes celles et tous ceux qui vont se déplacer pour ce match qui sera difficile pour Sochaux face à une équipe qui joue tout simplement sa survie. Justement, il faudra y aller avec beaucoup d'envie et de détermination. Et puis on te retrouvera sans doute une prochaine fois. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Bravo à vous pour l'émission. Merci. C'est la de vos émissions, et puis votre émission, l'écoute du lundi au jeudi. Qu'on passe. Merci en tout cas. Bon, le jeudi soir, il n'y a plus d'émission, c'est que le lundi. Mais non, il n'y en a plus le jeudi soir parce que c'est très long à préparer aussi également. Mais en tout cas, c'est sympa de nous suivre, et puis surtout de ne pas hésiter à intervenir en direct, car c'est vous aussi qui faites cette émission. Moi, le but des trucs de Sochaux de mon groupe, c'est le truc de Sochaux, je suis tous les commentaires de Sochaux qui mettent tous les supporters, tout ça. C'est bien en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, et puis à tous les supportrices et supporters de Sochaux, bien évidemment, parce que voilà, on aime Sochaux en premier, c'est certain. C'est Sochaux. Et oui, exactement. À bientôt, Kevin. À bientôt, au revoir. Merci. Voilà un beau témoignage de Kevin qui va se rendre du côté de Tours ce week-end. Je vais vous donner déjà les résultats de cette 32e journée. Fred, est-ce que tu veux les cotes pour Tours-Sochaux? Allez, donne-nous les cotes. Tours favori, la cote est à 2, le nul est à 3 et Sochaux 3,70. Bon, donc vous pouvez, si vous mettez 10 € sur Sochaux, enfin si vous mettez un petit billet. Moi, j'ose plus rien mettre, moi, maintenant. La cote est pas mal, ou sur le nul. J'ose plus rien mettre en ce moment parce que forcément, comme tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas parier sur son équipe de cœur parce qu'à chaque fois, on se ramasse, souvent. Allez, je vais vous donner les résultats de la 32e journée de Ligue 2 avec Valenciennes qui a battu 3-2-0. Nîmes est allé s'imposer du côté du Clermont Foot 3-2. On a Le Havre qui a battu Laval 2-0. Et Tours, justement, on en parlait, qui a tenu en échec le Stade Brestois 1-1. Auxerre qui respire un petit peu en battant Amiens 1-0. On a également Sochaux, bien sûr, on l'a dit, 2-2 face à Niort. On a Orléans qui respire également, qui a battu Bourg-Péronas 1-0. Alors au classement, on va voir ce que ça donne quand j'aurai retrouvé la feuille qui va bien. J'ai le classement devant les yeux si vous voulez. Ouais, je l'ai, ça y est. Je l'ai retrouvé.
Avec Brest, premier 56 points, deuxième Strasbourg 53 points, troisième Lens 52 points. Mais Lens jouera ce soir face à l'AC Ajaccio à 20h45. On retrouve Sochaux 11e, 42 points. On a exactement 18e Orléans, 31 points. On a le 19e, le Red Star avec 31 points. 20e Laval avec 27 points. Eh bien, on va vous donner également, il y avait d'autres matchs ce samedi. Il y avait le Gazélec Ajaccio qui avait battu le Red Star 3-0. Ça se complique pour le Red Star. Et Reims-Strasbourg avait fait un match nul, un but partout, avec un penalty sifflé pour Reims à la 88e minute de jeu. Et finalement, le joueur de 21 ans du stade de Reims a mis le ballon sur la barre transversale. Et après, Oukidja a fait un superbe arrêt également. Et ben, en tout cas, c'est ce qu'on pouvait dire sur l'actualité de Sochaux. On va peut-être vous donner les heures d'entraînement cette semaine. Lundi, ça sera, c'était aujourd'hui, 17h. Demain, mardi, 10h. Mercredi, 10h. Et puis, si vous voulez encore nous appeler pour parler justement d'Albert Cartier et de ce que vous pensez de sa non-prolongation, si vous êtes d'accord ou pas, vous pouvez encore le faire pendant qu'on parle des autres actualités. Avec justement le championnat du national, avec l'ASM Belfort qui a fait un match nul face au CA Bastia, 0 partout. Et Belfort est dernier en national avec 25 points. Le premier étant Quevilly 51, deuxième Dunkerque 48 points et troisième Châteauroux avec 45 points. On va faire un point aussi sur l'actualité régionale, sur les résultats ici en Franche-Comté. Avec en championnat de CFA à 18h, Jura Sud Foot a battu Raon-l'Étape 4-1. Pour le moment, Jura Sud Foot est 5e avec 37 points. Et en CFA2, on l'a vu tout à l'heure avec Alexis de Freitas, la réserve de Sochaux a fait match nul contre le Besançon Football Club, 2 buts partout. On a également Ornans qui a battu Sénart-Moissy 2-1. Le score a été inversé sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ils avaient marqué Sénart gagnant. Et c'est finalement, bien sûr, Ornans qui s'est imposé 2-1. On a Pontarlier qui a été tenu en échec face à Ivry, 1 but partout. Et on a le Racing Besançon, une victoire importante des hommes de Johan Randet qui ont battu Selongé 1-0. Au classement, on a Sainte-Geneviève qui reprend la tête avec 43 points devant Pontarlier, 42 points. On a également la réserve de Sochaux 8e avec 27 points. On a le Racing Besançon qui est 10e avec 21 points. Et également le Besançon Football Club 13e avec 17 points. Et l'AS Ornans 14e avec 10 points. L'AS Ornans qui a fait appel sur la sanction. On lui avait retiré 6 points. Et ils ont fait appel, mais ça a été pour le moment enlevé de leur compteur. Allez, on passe cette fois-ci au championnat Interligue. Mais ça, c'est du football féminin. Avec Saint-Vite qui s'est imposé. Saint-Vite qui était leader jusqu'à maintenant, qui s'est imposé face à l'AS Châtenois 2-0. On a le Vesoul Football Club et le Racing Besançon qui font match nul, 3 buts partout. Et on a Blanzy qui était deuxième et qui a battu Pontarlier, qui est allé battre Pontarlier 3-0 au classement. Saint-Vite est en tête avec 54 points. Les filles de Medikawa restent devant, mais juste avec un point d'avance face à Blanzy. Et en fin de classement, on retrouve Flas-Macon dernier avec 19 points. On va passer à la DH cette fois-ci, c'est chez les garçons avec les résultats de ce week-end avec Baume-les-Dames qui a battu le PSB 2-1. On a également la réserve de Pontarlier qui est allée s'imposer du côté de Brest Jura Foot 2-1. L'ASM Belfort a battu Saint-Vite 5-2. Levier et Grand-Villard font match nul, 1 but partout. Jura Dolois s'est imposé du côté de l'USPV et l'US Pont-de-Roi de Vermondans 2-1. On a Roche-Novillard qui a battu le Clémenceau-Besançon qui était leader depuis la semaine dernière. Et Jura Sud Foot qui a battu Champagnol 2-0. On va vous donner le classement que je n'ai plus d'ailleurs, le classement qui a donc disparu, il s'est envolé. Eh ben non, il n'y a pas de classement, mais si, non, il n'y a pas de classement, non, il a disparu. Ça c'est Monsieur Fitch qui m'a piqué le classement, non? Monsieur Fitch, si vous pouvez regarder le classement en DH, ça m'arrangerait. Tiens, je pense que je l'ai perdu, je l'avais, mais il a dû s'égarer, donc si vous pouvez me le redonner. Comment ça? Il n'est pas dans ses fiches. Dans quelle fiche alors? Dans quelle fiche il est parti? Écoutez. Je l'ai trouvé sur Internet, allez, si vous le voulez. Allez, donne-le-moi, dis-moi qui. En DH Franche-Comté, c'est ça que vous voulez? Ça. Alors, on a Jura Dolois, premier 57 points, à égalité de points avec Belfort B.
Troisième, Clémenceau, Besançon, 55 points, à égalité de points avec la B de Pontarlier. Ensuite, cinquième, on a Saint-Vite, 54 points. Ensuite, on a Rocheneau-Villars, Grand-Villars. Et ensuite, les relégables. En bas de tableau, on a 12e, Besançon Promo, 44 points. Champagnole. PSB, c'est le PSB, non? Eh ben, ouais, c'est ça. PSB, c'est ça. PSB, 44 points. 13e, Champagnole, 42 points. Et dernier, 14e, Brest-Jura avec 42 points. Eh bien, c'est ça, tout à fait. Eh ben, on a terminé avec le ballon rond. On va passer au handball avec le SBF qui annonce la prolongation de contrat de Laurence Bram pour une saison supplémentaire. C'est vrai qu'elle est présente au club depuis la saison 2010-2011. Alors, Laurence Bram est un pilier de l'effectif. C'est une des joueuses qui a le plus d'expérience, cette équipe de l'ESBF. Alors, c'est une bonne nouvelle pour le staff bisontin qui mise évidemment sur la stabilité de l'effectif et qui pourra compter une saison de plus sur l'expérience de sa pivot. En tout cas, le prochain match, le vendredi 21 avril, l'équipe de Soyons Sport sera présente au Palais des Sports pour suivre cette rencontre face à l'OGC Nice et on vous encourage à aller encourager cette équipe de l'ESBF. On passe cette fois chez les garçons avec la Pro League avec le Grand Besançon Doux Handball qui se déplaçait du côté de Sannois à Saint-Gratien. Ils ont obtenu le match nul 32 partout, un match qui a été très compliqué. Les Byzantins s'en sortent très bien. Et pour le moment, le Grand Besançon Doux Handball est 11e avec 16 points. En basket, on va vous donner le résultat du Bezac. Le Bezac s'incline d'un petit point du côté de Prissé et Mâcon, 65-64. Et pour le moment, le Bezac est 7e avec 33 points. Il y avait aussi du rugby avec les barrages, avec l'Olympique de Besançon qui se déplaçait du côté de Grandol et qui s'incline 15-14. Prochain match le 16 avril. L'OB recevra Grandol ici du côté de Besançon. Donc vous irez voir cette rencontre si vous en avez envie, si vous aimez le rugby. Allez, on parle cette fois-ci du motocross d'Etrabonne. On va terminer l'émission là-dessus. Hier, j'étais du côté d'Etrabonne pour suivre ce motocross. Bon, j'adore la moto, j'adore les sports mécaniques. Et on avait reçu le président Jean-Pierre Girardot ce lundi dans l'émission Soyons Sport. Et il nous avait parlé justement de ce motocross. Et ben justement, je suis allé voir hier, comme j'y vais tous les ans. Et c'est vrai qu'en MX Excellence, le premier, c'est Anthony Guidolin. On a également Giraud qui était deuxième et Charpillet. Et bien, on va entendre le président Jean-Pierre Girardot qui nous parle de cette journée, comment ça s'est déroulé, si tout s'est bien passé pour ce motocross d'Etrabonne. On est avec le président Jean-Pierre Girardot du motocross d'Etrabonne après une belle journée, un très beau motocross, une belle organisation comme d'habitude, comme toujours à Etrabonne. Alors quel bilan tirez-vous justement de cette journée et justement au niveau de vos pilotes? Au niveau des pilotes, c'était pas super, c'était pas une très bonne journée. Par contre au niveau organisation, il y a eu une très grande satisfaction des pilotes qui étaient très heureux d'être venus ici, surtout ceux du championnat de France qui ont fait le déplacement depuis 500-600 km. Donc je suis content quand même de la journée pour ça. C'est vrai qu'il y a des pilotes qui viennent de loin, du Tarn-et-Garonne, du Midi, Montélimar. C'est aussi très bien pour Etrabonne. Ouais, c'est dommage que tous les pilotes du championnat n'ont pas fait le déplacement parce que normalement on attendait une centaine de pilotes, on n'a eu que 70 pilotes. Donc c'est dommage que tout le monde n'ait pas vu, mais je pense qu'ils vont regretter de ne pas être venus. Oui, je pense aussi, parce qu'en tout cas c'était une très belle journée. En tout cas, bravo aux bénévoles, parce que je pense que c'est beaucoup de travail à organiser également. Oui, c'est plus de 3 mois de travail tous les week-ends. Donc c'est une grande préparation depuis cet hiver. Donc on est satisfait maintenant, on va se reposer. Quelles sont les prochaines échéances justement pour Etrabonne? Là on a fait les 50 ans, on a voulu faire une épreuve qui rappelait vraiment les débuts de la moto. Les projets, on ne sait pas, on ne veut pas trop essayer de grandir, de faire du championnat de France parce qu'on n'a pas de grand intérêt. Voilà. Oui, avec une belle épreuve de moto ancienne, en tout cas c'est très sympa. Ouais, c'était bien, c'était un truc à faire, on n'avait jamais fait. Donc, on a déjà fait des qualifs du championnat de France junior il y a quelques années. Le championnat de France féminin, on avait fait il y a une vingtaine d'années. Donc on ne sait pas, peut-être qu'on fera un championnat de France dans les années à venir, on ne sait pas. En tout cas, merci beaucoup et puis on reviendra ici à Etrabonne. Je vous remercie. Attends, je sais pas si on m'entend bien. Oui, Fred, on t'entend. Bon, ça marche parce qu'en fait, j'avais débranché le micro. Le micro s'est débranché. Voilà, c'est bon.
Allez, bah oui, c'était le motocross d'Etrabonne. C'est un moment sympathique. Donc, si vous aimez les sports mécaniques, si vous aimez le motocross, eh ben, allez voir. Il y en a pas mal dans la région. Et il y aura les championnats du monde, d'ailleurs, de motocross qui se dérouleront à Villars-sous-Écot. Et ben, ça sera les 16 et 17 septembre où, normalement, je devrais y être. Eh bien, c'est terminé. On termine cette émission sur nos sports. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie pour parler que sport. Hein. Parce qu'on aime ça, le sport. Bon, Fred, il est déjà dans ses messages. Là, il répond à des copines. Non, c'est ça, Fred? Oui, non un peu, mais bon. T'as pas la tablette aujourd'hui, c'est bizarre. Non, pas de tablette. Ils l'ont supprimé. Un nouveau téléphone à la place. Ah non, il a le nouveau téléphone. Il peut être sur Tinder pendant l'émission. Oui. Et ben voilà, c'est pour ça. Il teste le nouveau téléphone. Bon, Fred, bonne semaine à toi. Bonne quinzaine plutôt. Oui, bonne quinzaine, parce qu'on se retrouvera. Je serai du côté de Guignon samedi pour voir le Racing contre les Forgerons. Bon. Eh ben oui, il faudra soutenir le Racing Besançon, bien évidemment. Il y aura BFC Ornans au stade de la Grande. Oui, c'est vrai, il y aura le derby franc-comtois face à Ornans. Eh bien Thomas, bonne semaine aussi à toi. Enfin, bonne semaine, oui, bon 15 jours à toi. Bah, je serai peut-être pas là dans 15 jours, le 24, puisque... Ah oui, c'est vrai. Le 23, c'est le Classico, c'est Barça-Real, donc si on perd, vous me voyez pas le lundi. D'accord, bon, tu nous préviendras quand même. Quand vous avez juste à regarder le score pour savoir si je viens ou pas. D'accord. Juste un détail près, c'est que pour les auditeurs de Chalon-Besançon, il n'y aura aucune émission demain en raison de la Pâque juive. Eh ben, bonne Pâque à tous et bonne semaine à tous. À bientôt. Et surtout, allez Sochaux.